Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Occident a vu fleurir un bon nombre de théories mettant le bonheur individuel au centre de notre quête existentielle. Dans le sillon du mouvement des Lumières, le libéralisme s'est alors imposé comme le meilleur des systèmes, à l'exception de tous les autres, aboutissant à la chute du mur de Berlin. Toutefois, cet héritage que nous avons considéré depuis les bancs de l'école comme naturel est-il profondément acquis? Nos démocraties libérales sont-elles en faillite car aveugles de leur fragilité? Notre invité du jour, Peggy Sastre, s'est confiée à nous dans son effondrement à la fois global et intime de cet instinct d'agonie lente du libéralisme et de ses idéaux émancipateurs. Si elle a choisi la résilience face à la violence, elle reste toutefois marquée par le climat ambiant et les réactions en semi-teinte suite aux attentats du 7 octobre. Inquiète des dérives sectaires et identitaires des mouvements sociaux, du repli sur soi et de la fin de la cohérence du corps social, elle alerte, dans son dernier ouvrage Ce que je veux sauver, sur le risque d'un retour au tribal et de l'obscurantisme. Bonjour Peggy Sastre. Bonjour, Vincent Coquebert. C'est mon prénom aussi, et mon nom de famille. Oui. Alors vous êtes arrivé sur, on va dire, la scène intellectuelle à la fin des années 2000, début des années 2010, avec Ex Utero et No Sex, où vous aviez plutôt, à l'époque, vous étiez du moins plutôt perçue comme une féministe assez radicale. Aujourd'hui, l'image est un petit peu plus troublée. Certains même peuvent vous mettre dans le camp des réactionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le monde qui a changé ou est-ce que c'est vous qui avez changé? Moi, j'ai l'impression que c'est le monde, mais tout le monde dit ça. Non, c'est sûr que j'ai pas changé sur les éléments féministes. J'ai pas l'impression d'avoir changé en fait. Et c'est ce que je dis dans le livre. Le problème, c'est que c'est le terme d'antiféministe, identiféminisme, et il y a encore pas si longtemps, c'était quand même réservé aux gens qui globalement s'opposaient à l'égalité entre les sexes. Les droits, etc. Et aujourd'hui, c'est en gros ceux qui critiquent le discours féministe orthodoxe, quoi. Et donc je pense que c'est là-dedans, c'est la logique qui fait que je puisse aujourd'hui être cataloguée de la sorte, mais non, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir changé, en tout cas sur ce pan-là de ma pensée, quoi. Et qu'est-ce qui expliquerait alors comme changement, on va dire souterrain de l'époque, qui expliquerait cette radicalisation, du moins dans la manière de percevoir même on va dire les acteurs médiatiques, intellectuels? Je pense que c'est assez simplement une dégénérescence intellectuelle, en fait. C'est les grandes idées progressistes, grosso modo. Passent toutes par en gros 3 phases. Donc d'abord il y a la naissance où comment dire, où la majorité de la société est contre l'idée, donc là faut se battre. C'est le début du féminisme, le début de l'antiracisme, ce genre de grandes idées progressistes. Après il y a la deuxième phase qui est l'acceptation. Donc là c'est la société est relativement massivement acquise à la cause, et la troisième phase, je pense que c'est là où on en est notamment pour le féminisme, c'est la dégénérescence, c'est-à-dire que la majorité des combats ont été gagnés, et en fait le tempérament militant que je déplore, c'est qu'au lieu de comment dire, de non pas se satisfaire de combats gagnés, parce que en fait c'est jamais gagné, c'est jamais acquis. En fait, on invente de nouveaux ennemis, quoi. Parce que en fait on a un tempérament tel que on n'arrive pas à s'arrêter, donner des coups d'épée dans l'air, quoi. Un petit peu comme les chevaliers à la fin de la guerre des religions, qui s'inventaient des grands combats. Voilà, c'est ça. Et comment dès lors opérer pour ne pas qu'il y ait de dévoiement des causes ou des idées? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter finalement à son acceptation? Ça c'est une très bonne question. Si j'avais les réponses, on pourrait s'éviter beaucoup de tracas. Mais en fait c'est quand même très difficile parce que je pense que c'est pas des logiques rationnelles qui sont à l'œuvre. C'est vraiment des affaires de tempérament. C'est des gens qui sont fondamentalement militants, fondamentalement activistes. Donc à la limite n'importe quelle cause pourrait faire l'affaire.
Et justement, c'est pas la cause qui importe, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est la lutte. Et je sais pas, là j'y pense en vous répondant, mais peut-être que le problème c'est qu'on laisse le progressisme aux gens qui sont le moins aptes à le défendre en fait. Parce qu'il y a le problème de cette phase de dégénérescence intellectuelle, c'est justement ça crée une réaction. Et en fait, on peut passer, enfin c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui par rapport aux grandes causes progressistes, c'est que ça, plus qu'une réaction, en fait, c'est une réactance, c'est électrique, les gens partent dans l'autre sens. Ce qu'on voit aux États-Unis sur l'avortement, c'est hallucinant. Des milliers de manifestants anti-avortement se sont retrouvés à Washington ce vendredi. Leur marche annuelle a débuté en 1974, après la décision de la Cour suprême américaine de garantir le droit à l'IVG. Le 24 juin dernier, cette même Cour a fait volte-face, rendant à chaque État la liberté d'interdire l'avortement, ce qu'une quinzaine d'entre eux se sont empressés de faire. Mais les référendums organisés depuis ont tous été remportés par les défenseurs du droit à l'IVG, qui doivent à leur tour manifester dans plusieurs villes du pays ce dimanche. Ce qu'on voit dans le centre de l'Europe contre les droits des minorités sexuelles, c'est hallucinant, mais c'est justement un mouvement de réaction qui peut s'expliquer par cette excroissance progressiste, je sais pas comment dire. Quelque part, l'enromancement crée un autre enromancement, en fait. Oui, c'est ça, ouais, il y a un espèce de cycle infernal d'action-réaction excessivement pénible. Votre dernier ouvrage, Ce que je veux sauver, commence sur un écroulement intime, celui que vous ressentez face aux événements du 7 octobre, face à ces images et ces répercussions. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire votre sentiment précis face à cet événement et qu'est-ce qui a pu le distinguer de tous les autres événements? En gros, ça a été le dernier domino de la série, quoi. Mais je pense que ce qui a été très impactant, je sais pas si c'est très français, mais pour moi est peut-être différent, c'est justement les réactions et le fait, c'est ce que Eva Illouz dans son dernier livre 8 octobre, enfin des derniers petits livres, Un tractus Gallimard 8 octobre explique très bien, c'est que les Juifs d'Israël n'ont même pas eu une demi-journée de compassion, en fait. S'il y a un truc qui m'a excessivement choqué, c'est le communiqué du NPA. Dans l'après-midi, on avait juste les premières images qui étaient donc déjà la blague, c'est en écriture inclusive et qui dit nous défendons tous les moyens de lutte du peuple palestinien. Donc déjà il y a un contresens parce que le Hamas ne défend pas le peuple palestinien en fait. Et deuxièmement, c'est ce terme moyen de lutte quoi, alors qu'on est face à un massacre. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que justement, c'était ma réaction était justement très viscérale, et je voulais, et en tout cas, j'avais comme projet de recommencer à articuler des phrases, des pensées, face à cet événement qui m'avait littéralement vider l'esprit quoi. Et il y avait plus aucune intelligence. C'est pas le temps de cerveau disponible, c'est qu'il y avait plus de neurones disponibles pour appréhender ça et pour en faire autre chose que du viscéral idiot quoi. Et donc pour remonter la pente, il faut faire sa propre généalogie intellectuelle et morale. Bah c'est ce que après je sais pas si c'est mon problème ou c'est positif, c'est que je me présente pas en modèle quoi. Moi c'est ce que j'ai fait. Je pense que il y a eu un besoin, j'en sais rien, une logique quelconque qui ne sera peut-être pas tout jamais ignorée. Mais en tout cas, socialement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dans le sens où on sait pas
où on sait mal à quoi sert le modèle libéral et de quoi il nous protège. Et quel genre de problème il nous a permis en tant qu'humanité, espèce humaine, quel problème il nous a permis de surmonter. Dans cette autobiographie intellectuelle, il y a à la fois pourquoi est-ce que j'en suis venu à penser ce que je pense, et en quoi est-ce que socialement je considère que c'est un meilleur modèle que tous les autres modèles disponibles. Il y a deux perspectives pour voir ce retour un petit peu d'obscurantisme. On peut le voir dans une perspective évolutionniste, ou on peut le voir aussi comme quelque chose d'un peu peut-être psychosocial, une sorte de, on serait devenu un petit peu une sorte de fatigue ou une sorte un petit peu de légèreté par rapport à une société du confort et une société en tout cas d'un certain pacifisme. Vous pensez que c'est un mélange des deux plutôt? C'est toujours un mélange des deux. Au niveau évolutionnaire, c'est des logiques beaucoup plus fondamentales, par définition archaïques. Et le psychosocial, c'est des logiques plus immédiates. Et une analogie que je trouve efficace, c'est les vaccins. Aujourd'hui, dans les sociétés riches, il n'y a jamais eu autant d'anti-vaccins parce qu'en fait, les gens n'ont pas la mémoire de quel genre de vie on a quand on n'a pas cette prophylaxie-là, quoi. Madame, êtes-vous pour ou contre la vaccination et pourquoi? Bien sûr, parce que je trouve que pour une piqûre qui est très facile à faire, ça protège de maladies qui sont peut-être dangereuses. Je suis pour la vaccination. Eh bien, je crois qu'avec les progrès actuels, il est nécessaire de vacciner les enfants. Et je pense que on peut faire l'analogie avec le rejet du modèle libéral, c'est qu'on ne sait pas, voilà, on n'a pas la mémoire immédiate de ce que ça nous évite en fait, et comment est-ce que ça nous permet de vivre relativement beaucoup mieux que d'autres modèles. Vous évoquez d'ailleurs à un moment donné une dichotomie qui est à l'œuvre chez vous entre ce sentiment d'avoir une vie individuelle heureuse, d'évoluer dans un environnement plutôt sécure, et un sentiment de chaos, on va dire collectif. C'est un sentiment qui est partagé par beaucoup dans le corps social, même une majorité d'individus. Aujourd'hui, quand on leur demande comment ça va aller demain, pour vous, ça va aller très très mal, mais pour moi, ça va bien aller. Comment vous expliquez cette dichotomie? C'est on n'arrive plus aujourd'hui à articuler notre ego, notre individualité dans le destin commun? C'est une bonne question. Je pense que ça a aussi à voir, enfin ça c'est ce que je traite dans mon précédent livre, La haine orpheline. Notre corps et donc notre psychologie, nos comportements ont été façonnés dans des environnements excessivement beaucoup plus rudes au niveau existentiel, et ce relatif confort extrême qu'on a aujourd'hui en comparaison avec un environnement archaïque qui a duré très longtemps et qui a fait justement que des pressions sélectives ont pu agir. Ça tourne à vide, quoi. On a des organismes et donc des psychologies faites pour le combat permanent contre les éléments, contre les prédateurs, contre d'autres humains en fait, parce que le premier des prédateurs pour l'humain c'est un autre humain. Et voilà, et dans nos environnements actuels, pacifiés, propres, relativement pasteurisés, il y a un truc qui nous comment on appelle ça, démange. Parler un petit peu d'un corollaire de la société libérale, qui est celui de la liberté d'expression. Est-ce que ça vous semble être une valeur aujourd'hui suffisamment défendue en France? Absolument pas. Absolument pas. Et comment la défendre, et quelque part vous avez évoqué quelles sont les errances de sa volonté de contrôle? Les grosses errances, c'est pour le coup c'est la partie la plus documentée de mon livre, quand je montre que il y a énormément d'études et de chercheurs qui montrent que plus le fait de sanctionner des paroles n'empêche pas les actes. C'est même l'inverse. Il y a des grandes études trans-européennes depuis plusieurs dizaines d'années qui sont en cours de manière continue, qui montrent que plus les législations sur la liberté d'expression se durcissent, plus les violences
discriminatoires, racisme, antisémitisme, sexisme, etc. augmentent. Et là, je vais pas pouvoir faire toute la démonstration qu'il y a une relation de cause à effet, mais il y a une relation de cause à effet. Et pour moi, le plus gros problème, après c'est un problème très général en politique, c'est que il n'y a pas de logique fondée sur presque scientifique en fait. Il y a pas les politiques qui sont menées ne sont pas faites avec une visée factuelle en fait. C'est du discours, c'est des clans, c'est des partisans, des oppositions partisanes. Mais il y a rien de pragmatique. On prend pas 3 minutes pour analyser les causes, les conséquences. Alors qu'il y a énormément de recherches disponibles depuis quand même un sacré gros paquet de temps. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me navre en fait. C'est le côté on croit qu'on navigue cette espèce de navigation à vue et qui en fait n'est pas nécessaire parce que les recherches existent. Elles sont juste pas utilisées, quoi. Ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans une sorte de continuité avec, par exemple, le développement des trigger warnings. Ouais. Et où on va finalement, paradoxalement, renforcer l'identité traumatique. Les trigger warnings, c'est un très bon exemple parce que quasi depuis le début de leur émergence, il y a eu des études qui ont montré, attention, soit ça ne fait rien, soit c'est contre-productif. C'est-à-dire ça au contraire, ça augmente l'anxiété, le retour du refoulé traumatique, etc. Et ces études n'ont cessé d'être confirmées, et en fait, ça continue encore. Est-ce que c'est précisément parce que on est dans un environnement pacifié que les mots peuvent devenir de la vraie violence, en fait, être ressentis comme de la vraie violence, quitte à quelque part quand ils sont étouffés recréer une autre sorte de violence. Est-ce que c'est une il doit y avoir, je pense qu'il y a une logique, il y a une logique comme ça, c'est que justement comme le gros des vraies violences et des vraies discriminations ont été très largement supprimées, contenues. Donc oui, on se focalise sur la dernière, sur l'ultime petit regaton de choses nuisibles qui restent. Bon, ça c'est aussi vieux que Tocqueville, mais au moins aussi vieux que Tocqueville. Pour revenir un tout petit peu sur votre ouvrage, vous évoquez une passion pour une passion un peu paradoxale évidemment, pour la complexe, une passion intellectuelle, pour les massacres, pour les génocides, une passion totale. Assumée. Mais qu'est-ce que vous en retenez de cette passion que le mal se fait le plus souvent au niveau, en tout cas avec cette justification morale du bien? Ah bah oui, mais ça c'est le truc fondamental. Ça c'est le truc fondamental. Si vous croyez que comment dire, que les problèmes sociaux sont le fait de gros méchants qui se lèvent un matin en disant oh là là, qu'est-ce que je vais être méchant, je vais tuer plein de gens. En fait non, quoi. Tous les plus grands tyrans sont persuadés justement de faire le bien, d'être dans le bon côté de l'histoire, qu'il va y avoir des dommages collatéraux, mais faut en passer par là, et il faut casser des œufs pour faire les omelettes. Et c'est toujours comme ça que ça se passe en fait. Et justement, ce que j'aimerais à mon petit niveau en détricotant ce phénomène, mais en fait vraiment structurellement, c'est que du moment où vous êtes persuadé que votre cause est bonne, bah c'est limite pour le coup c'est pas un trigger warning, mais c'est un warning tout court de attention. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Est-ce que la petite différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en plus, les personnes qui vont vouloir porter une cause, donc en justifiant toujours au nom du bien, vont en plus se présenter comme des victimes quelque part. Elles vont en plus avoir je pense par exemple à la rhétorique qu'il y a pu avoir par rapport aux attentats islamistes. Il y avait aussi cette logique en plus qui venait s'ajouter, logique en fait des dominés qui à un moment donné venaient se venger du siècle de domination. Oui, bah ça pour le coup ça a pas attendu le 7 octobre, c'était après les terrasses. Il y a eu ce texte hallucinant de Geoffroy de la Ganerie, je crois qu'on dit, et qui dit ce que vous venez de dire, quoi, qui disait oui, il faut comprendre
les terroristes parce que le monde des terrasses c'est pas leur monde et ils sont exclus et ils ont pas les codes et machin et ouais, ça c'est ça aussi c'est un gros sujet de perplexité pour moi. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Mais après, c'est la perplexité se redouble, c'est que on se rend compte, enfin en tout cas je me rends compte, qu'il y a quand même beaucoup de gens autour de moi, dans le monde, en France, qui me donnent l'impression de ne pas vivre dans la même réalité que moi. Et je pense qu'ils ont complètement la même perception que ce que des gens comme moi peuvent dire et proposer. Et c'est excessivement perturbant, parce qu'il y a cette phrase d'Orwell que je vais mal citer, mais en gros il dit on peut continuer indéfiniment avec des visions contradictoires de la réalité, mais le problème c'est qu'il y a une seule réalité et qu'un jour ça va se régler sur un champ de bataille. Et où et quand arrivera le champ de bataille, c'est la grande question. Là, on va évoquer un sujet, en espérant que ça ne devienne pas un vrai champ de bataille, mais vous écrivez que le féminisme, finalement, a moins à voir avec les rapports hommes-femmes qu'avec l'idéal des Lumières, donc la maximisation du bien-être de l'individu par-delà les différences claniques, et qu'en fait, pointer ces dérives, c'est vouloir conserver, finalement, tout cet acquis. Donc, quels sont les périls qu'aujourd'hui le féminisme peut ou pourrait faire subir à cet idéal, selon vous? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la destruction du droit, parce que là on est, je sais pas quand la vidéo passera, mais on est au lendemain du procès, enfin du jugement contre Nicolas Bedos, qui a été condamné pour agression sexuelle. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à l'audience, la plaignante n'a pas été capable de décrire son agression. Et normalement, le droit commande que quand une agression n'est pas caractérisée, on peut pas condamner. Et en fait là, Bedos a été condamné par des arguments en fait anti-juridiques. Enfin, le droit n'a pas été respecté. Et c'est excessivement grave, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Nicolas Bedos, c'est pas la question, parce que ça nous concerne tous en fait. Et si ce jugement fait jurisprudence, c'est-à-dire un type, quelqu'un condamné sans preuve, de manière complètement arbitraire, inique, contraire aux règles les plus élémentaires du droit, bah ça aussi c'est un effondrement. Comme je l'explique dans le livre, la société libérale, c'est notamment construite par ce droit, par la primauté du droit. Et si ça saute, c'est très très grave en fait. Et là où j'en veux beaucoup à beaucoup de féministes orthodoxes aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'elles ont ce truc, on s'essuie tout ce qu'on peut s'essuyer sur le droit et c'est pas grave, et advienne que pourra, et en fait non, parce que justement le droit est là notamment et en priorité pour défendre les faibles. Quand vous êtes sur la route, il y a une espèce de chicane, il y a un panneau qui impose quel sera le sens, qui passe en premier. Et ça, c'est une bonne analogie du droit, parce que s'il n'y avait pas ce panneau, c'est forcément le plus gros, qui a la plus grosse voiture, qui passera en premier. Donc le droit protège les faibles, le droit protège les gens qui, naturellement, entre guillemets, n'ont pas les capacités de se défendre, et d'avoir l'ascendant, et principalement, et très fondamentalement même de survivre dans un système de droit de la jungle. Dans un de loi de la jungle, justement. Beau lapsus. Et ça c'est quelque chose qui me sidère en fait dans le féminisme orthodoxe contemporain. Et que vous expliquez par une sorte de légèreté historique, par une forme de cynisme, par une forme d'arrivisme. Je pense que c'est malheureusement très sincère. C'est l'impression que
effectivement, le système tel qu'il est a des dysfonctions, des failles, des défaillances, mais c'est un peu le pour continuer sur les métaphores un peu pourries, c'est vous avez une maison qui est branlante et au lieu de la réparer, vous la cramez du sol au plafond, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous comparez à un moment donné dans votre livre MeToo à une purge, qui permettrait à une élite en fait de prendre la place d'une autre plus ça c'est assez clair, ça c'est assez clair parce que ça c'est confirmé et ça ne cesse et pareil ça ne cesse de confirmer. Il n'y a pas de ruissellement MeToo. Pour l'instant, c'était une de mes craintes. Dans les milieux populaires, les violences sexuelles ne s'aggravent pas, mais pour l'instant ça reste stable. Et ce qui reste stable aussi, c'est le fait qu'elles sont très mal, très mal jugées. Comment dire, les procédures sont complètement élastiques. Les femmes, enfin souvent, parce que souvent les victimes sont des femmes, sont pas du tout protégées et pour des faits très graves. Et à l'inverse, dès que ça touche l'élite, c'est le moindre geste inconvenant. La justice est très très rapide et c'est disproportionné, quoi. Je considère ça comme une purge, quoi. C'est parce que j'étais très inspirée par une traduction que je viens de faire de Peter Turchin qui a été traduit au Cherche Midi, Le chaos qui vient, et l'un des facteurs qui l'analyse et qui constate en fait pour du délitement social, c'est la surproduction d'élites. Il y a trop d'élites pour les places disponibles, et donc les élites, au lieu en gros de faire tenir les sociétés, se querellent entre elles. C'est pas précisément pour générer ou espérer générer ce ruissellement que des cas comme Nicolas Bedos sont aboutis, en se disant ça va donner pour la ça aussi c'est complètement oui, ou si j'étais vraiment polie, je dirais que c'est une ignorance, mais l'avocat des plaignantes qui dit que ce jugement va avoir un effet pédagogique et que ça y va avoir un avant et un après pour les traitements des violences sexuelles. Je veux dire, fondamentalement, quelle pédagogie et quel changement on peut espérer d'une destruction du droit qui exprime cette affaire, en fait. C'est de la légèreté, de l'ignorance. Il y a un phénomène, en tout cas, qu'on observe ces derniers temps chez les plus jeunes cohortes. C'est on va dire une vraie dichotomie en ce qui concerne les valeurs et les représentations, et donc aussi quelque part les comportements électoraux. C'est d'ailleurs un petit peu ce dont on parle pour les moins de 30 ans par rapport à l'élection présidentielle américaine. Mais c'est un phénomène mondial pour le coup, et on observe donc des femmes entre guillemets de plus en plus libérales et des hommes entre guillemets encore une fois de plus en plus conservateurs, avec comme en Corée du Sud par exemple un effet sur le taux de natalité, une guerre des sexes qui est énorme. 꾸준하게 지속적으로 저에게 염산을 붓겠다 만나면 Women in South Korea are angry. Sexism and misogyny here run deep. But the new president has claimed structural sexism is a thing of the past. 살아가면서 정말 숨쉬듯이 그 차별과 혐오를 겪고 있는 게 현실이고 When Yuna started her job as a clerk at a major bank, she was told, to her surprise, to make lunch for her team. Comment vous comprenez-vous ce phénomène qui, pour le coup, semble ne pas être réservé à l'Occident, donc qui s'expliquerait par une histoire des idées qui nous ferait arriver là, qui semble un peu plus mondiale pour le coup. Comment vous comprenez cette sécession symbolique, en tout cas des valeurs et des mentalités qui s'opèrent entre les jeunes garçons et les jeunes filles?
Je pense assez simplement que le système dans lequel on est depuis quand même plusieurs décennies, les femmes sont gagnantes, les hommes sont perdants, et les hommes sont et comment dire, l'histoire diverses époques, on peut prendre diverses époques comme exemple. Les hommes perdants perdent pas calmement. Les hommes exclus du marché sexuel, du marché économique, de la réussite, de tout ce qu'on veut de positif. C'est pas un facteur de sérénité sociale. Et voilà, on déclasse pas impunément des jeunes hommes, en fait. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui a pas été en fait, c'est un effet pervers du féminisme qu'on a peut-être pas assez pris en compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation ensuite politique ou de discours social qui vient accompagner ce changement, et donc qui laisse finalement toute une nouvelle cohorte d'hommes un petit peu sur le carreau symbolique. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement symbolique. C'est il y a plein de métriques qui prouvent que les hommes et notamment les jeunes hommes sont à la traîne par rapport aux femmes de leur même génération. C'était prévisible et ça n'a pas été assez prévu, quoi. Et prévu dans le sens, on n'a pas réfléchi à des palliatifs à ça. Et pour le coup, ça peut avoir des vrais effets à la fois politiques et civilisationnels d'avoir deux sexes qui vivent dans des univers mentaux différents. Bien sûr. Hein. Ah oui, totalement. Rien que le fait. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une baisse drastique des rapports sexuels. Il y a beaucoup d'études qui dessinent un consensus qu'aujourd'hui, les gens n'ont jamais aussi peu eu de rapports sexuels que depuis un siècle. Donc c'est quand même beaucoup. Qui a peut-être aussi un petit peu à voir avec la guerre de l'attention qui fait qu'on trouve des palliatifs aussi. Oui, mais c'est tout est de toute façon c'est jamais monocausal, hein, c'est toujours plurifactoriel. Et le truc aussi, c'est que contrairement à ce que peut estimer et ce que peut dire un certain discours féministe, en règle générale, les hommes et les femmes s'opposent pas. Enfin, la guerre des sexes survient dans le viol, ça c'est sûr. C'est l'un des exemples paradigmatiques du conflit sexuel entre hommes et femmes. Mais en règle générale, hommes et femmes collaborent. Parce que les sexes collaborent dans toutes les espèces sexuées, et le problème, en fait, c'est le problème, et notamment de ces réalités qu'on est en train d'appréhender, c'est que ça exacerbe un conflit qui de base n'est pas aussi fort. Pour le coup, aujourd'hui, il y a un tiers des jeunes femmes françaises qui ont des nullipares, qui affirment leur souhait de ne pas avoir d'enfants. Et vous aviez écrit, vous, il y a déjà quelques temps, en fait, que la femme ne serait pas libre tant qu'elle aurait un utérus quelque part. Est-ce qu'elles n'ont pas entendu votre message? J'espère bien. Et que tout ça n'est qu'une volonté de... J'espère bien, je me sentirais utile comme ça. Et je montrais que la divergence entre hommes et femmes n'était pas seulement de nature sociale, c'est qu'il y a aussi un élément biologique à ça, mais je suis pas non plus c'est là que je suis pariaque, mais j'adhère pas du tout au discours que oh là là, que c'est un danger, que de plus en plus de gens ne veulent pas, et notamment de femmes ne veulent pas d'avoir d'enfants. C'est là où j'ai un handicap social, c'est que je vois pas le froid de logique économique, peut-être. On augmentera l'immigration, ou alors
on fera comme les Japonais, on augmentera la robotique. En tout cas, de mon point de vue, après, sans doute que je me trompe et que je vois pas des problèmes énormes. Je dirais que là, il y a une espèce de panique morale, quoi, enfin, pas panique morale, de panique tout court sur la dénatalité, sur ce genre de. Ça te dit pas quelque chose quand même de parce qu'on se rend compte quand on creuse un petit peu dans les discours des personnes aujourd'hui qui veulent pas avoir d'enfants, il peut avoir la mobilisation de l'éco-anxiété, du fait que le futur va être un petit peu incertain. Oui, il y a ça, mais ça dit aussi que c'est excessivement lourd d'avoir des enfants, notamment quand on est une femme, et que aujourd'hui beaucoup de femmes ne voient pas une gratification dans le fait d'avoir des enfants. Enfin, le fait de pouvoir avoir le choix, je veux dire, quand on n'avait pas de contraception efficace, les enfants arrivaient, on les élevait, ou alors on en jetait le surplus, mais c'est encore une fois un effet pervers du choix reproductif, qui est que est-ce que je veux vraiment accepter cette charge, ce fardeau, et je pense que c'est aussi très entendable, quoi. Parce que c'est aussi on mesure mal j'aime pas le terme de sacrifice, mais c'est un peu ça quand même, on mesure mal justement quel impact peut avoir la maternité sur une femme. Il y a un autre fardeau qui est l'amour. Et qui est aussi de plus en plus, du moins dans les discours, même si on peut le voir dans les pratiques, on va dire évacuées. Est-ce qu'encore une fois, vous n'avez pas encore été extrêmement bien entendu avec votre précédent essai, Comment l'amour empoisonne les femmes, où de fait vous évoquiez ce surinvestissement historique, enfin qui s'inscrit dans une perspective historique de l'amour chez les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'inverse là, au niveau historique? Peut-être. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. C'est pas que ça me réjouit pas, c'est que c'est quand même absurde d'imaginer que j'ai eu un quelconque effet là-dessus, quoi. Enfin, un quelconque poids là-dessus, mais. En tout cas, c'est un discours qui traverse le corps social, enfin, au moins qui dans les résonances s'inscrivent dans le corps social. Après, je pense que les discours auxquels vous faites référence, c'est le côté le couple, c'est une ruse du patriarcat, non, truc de genre. Oui, et puis avec cette idée-là, finalement, que quand on n'investit pas le champ amoureux, ça laisse aussi d'autres espaces pour investir plein d'autres champs. Donc c'est une sorte ça c'est aussi un idéal des Lumières, de pouvoir suivre son aspiration et ne pas être un être reproducteur ou un être qui s'inscrit dans la répétition. Oui, il faut voir matériellement quelles seraient les conséquences négatives de ce changement. Mais après, je suis toujours assez sceptique. Je me demande toujours où est vraiment le fait de société, quoi. Est-ce que c'est pas un effet de loupe médiatique matériellement, j'ai quand même l'impression que la majorité des gens sont dans des schémas très traditionnels, et c'est très bien, quoi. Voilà, beaucoup de gens sont pas malheureux parce qu'ils sont en couple, mais justement parce qu'ils ne le sont pas. Là, je voyais dans Le Point, mon journal, que les jeunes étaient dégoûtés des applications de rencontres et en revenaient aux agences matrimoniales. Donc ça change et ça change pas, en fait. Quelque part, ce retour aux agences matrimoniales, on peut le voir dans cette, on va dire, dans cette grande rétrotopia là qu'on a, où aujourd'hui c'est hier qui devient finalement les temps de les figures de temps désirables. Donc ça s'inscrit aussi un petit peu dans un air du temps. Oui, sans doute.
Après, est-ce qu'il y a vraiment eu une époque où le futur était excitant? Il y avait des sondages, c'est des sondages d'opinion, ça vaut ce que ça vaut. Dans les années 80, il y avait un sondage comme ça où on demandait aux jeunes ce qu'ils voulaient, s'ils avaient une machine à voyager dans le temps, ce qu'ils feraient, c'était pour aller dans le futur, c'était pour aller dans les années 2000, où on pensait qu'en fait il y aurait des voitures volantes, ce genre de choses. Aujourd'hui, quand on pose la question, on la voit l'arnaque des années 2000. Voilà, maintenant on la connaît, et ils sont plutôt en fait à dire, j'aimerais bien découvrir les années 80, les années 70. C'est intéressant de se rendre compte qu'en fait ce qui est désirable devient d'un seul coup un passé en plus qui est de l'ordre du fantasme pur. Effectivement. Pour changer de sujet, pourquoi avoir souhaité dédier ce livre à Samantha Gamer, qui est connue donc pour avoir été qui n'est plus aujourd'hui, mais qui avait été à l'époque la jeune victime de Roman Polanski, et avec qui vous avez dialogué d'ailleurs. Ouais, parce que c'est une personne exceptionnelle, exceptionnelle dans le sens littéral du terme, quoi. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et parce que ce livre a quand même une grosse partie d'autobiographie intellectuelle et quelles lectures ont fait que je suis devenue, pas devenue, mais qui ont fait que je pense ce que je pense aujourd'hui. Et elle en fait énormément partie, quoi. Son livre et la correspondance que j'ai avec elle m'ont énormément nourri, quoi. Et à quelles idées ou à quel comportement face aux événements elle vous a aidé à... le fait après c'est quelque chose que ça pour le coup ça a plus été une résonance que une véritable fabrication. L'idée que quand on est affligé, on donne du pouvoir à son bourreau en fait, et qu'il n'y a pas meilleur comment dire. L'indifférence, c'est de la puissance. De pas se laisser détruire, c'est justement aller contre la stratégie de son prédateur. Parce qu'un prédateur, littéralement, détruit, consomme, il prend tout pour lui, il laisse rien à l'autre. Et c'est vraiment ça qui m'a illuminé chez elle, quoi. Et qui résonnait avec votre propre parcours. Complètement, et ça a d'autant plus résonné qu'à l'époque je me trouvais très très seule en fait dans mon modèle, dans ma façon de vivre les choses. Dans l'actualité récente, on a le procès Mazan qui est présenté en tout cas comme un procès historique dans sa manière en tout cas de vouloir mettre au centre quelque chose qui est de l'ordre de la définition peut-être du problème de la masculinité, du problème de la virilité, du problème du désir masculin. Est-ce que cette manière-là de l'envisager, selon vous, est aussi une sorte de retour au tribal, ou au contraire plutôt comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, une manière d'être absolutiste dans une cause, quitte à ce qu'il y ait des pots cassés, quitte à ce qu'il y ait parfois des amalgames? Je dirais autre chose. Je dirais que c'est une méconnaissance de la réalité. Je veux dire, les violeurs de Mazan sont comme tous les violeurs une extrême minorité de la population masculine. Je vais dire un truc incroyable, mais la majorité des hommes ne violent pas. Et voilà, vous pouvez tous respirer, mais de la même manière que la majorité des gens ne volent pas, ne tuent pas. Et en fait, c'est quand même excessivement dommageable de prendre la partie pour le tout. C'est là quand même qu'on voit que les hommes sont très pacifiques, parce que et j'ai entendu quand même beaucoup d'hommes se plaindre du discours qu'il y a autour de Mazan, du fait c'est représentatif de la masculinité. Et certains hommes me le dire de manière très passionnée. Enfin, je voulais pas dire, je veux pas vite dire violente parce que c'est pas physique, mais c'est des gens qui sont très affectés par ça, parce qu'on et il y a pas de il y a pas d'émeute masculiniste encore. Et on peut s'en réjouir.
Et c'est comme ça qu'on peut mesurer le degré de civilisation auquel on est quand même arrivé. L'idée qui est évoquée, celui un petit peu ce qui était au centre là en termes de concept sociologique, ce continuum des violences, là c'est quelque chose auquel vous adhérez ou auquel vous Absolument pas, absolument pas. Et j'adhère pas parce que c'est factuellement bidon. En fait, ça ne. Il y a aucune preuve qui atteste que ça a une quelconque réalité matérielle. Que de la blague de cul au viol en réunion avec acte de barbarie, il y a une seule pente glissante. Et à quoi sert cet outil ou cet amalgame selon vous? Ça ressemble pas mal à du terrorisme intellectuel quand même. C'est pour fermer la réflexion, c'est du terrorisme dans le sens où ça terrifie, quoi. Et ça bloque. Et c'est mauvais. C'est un petit peu l'équivalent en violence masculine de qui vole un œuf vole un bœuf. Oui, sauf que entre qui vole un œuf et qui vole un bœuf, le vol est commun. Ça reste un vol, alors que là, je sais rien, c'est qui vole un œuf égorge un bœuf. Pourquoi? On ne sait pas. Vous évoquez ce qu'on appelle le wokisme, que vous mettez face au communisme dans sa volonté finalement d'y avoir qu'une seule tête qui ne dépasse pas du troupeau, et de façon un peu plus étonnante aussi à un certain tropisme de la bourgeoisie, dans le sens où là vous citez Marx dans cette idée de ce besoin pour la bourgeoisie de réinventer de manière permanente les moyens de production et par là même les rapports sociaux quelque part. Donc comment expliquer il dit pas la bourgeoisie, il dit le capital, enfin il dit enfin les moyens de production, et par là même en fait par un effet collatéral ça transforme et ça bouleverse les rapports sociaux. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ce que vous voulez dire par là? Est-ce que finalement c'est une révolte en fait, en gros, on comprend quand on dit ça que ce serait simplement une révolte de petits bourgeois, en fait, un peu. C'est une révolte autoritaire. Oui, c'est une révolte de petits bourgeois, et c'est surtout c'est une façon de créer indéfiniment des marchés. Et je pense que le wokisme est aussi, comment dire, et notamment dans le fait que justement il génère de l'anti-wokisme, c'est de la création de chapelles permanentes, de la création de marchés permanents, de bulles permanentes, et que ça soit pour le coup une conséquence de l'avènement des réseaux sociaux. C'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus un hasard, parce que plus vous chicanez sur les réseaux sociaux, en fait, plus vous restez sur les réseaux sociaux et plus vous faites gagner de l'argent aux plateformes. On peut pas mieux expliciter les choses, quoi. C'est à la fin quelqu'un gagne, et c'est de la même manière que je fais le parallèle avec comment est-ce que le patronat aux États-Unis a exploité les dissensions raciales, parce qu'en fait, par définition, des ouvriers qui se chicanent entre blancs, noirs, latinos, hommes, femmes, ce sont des ouvriers qui vont pas s'allier pour faire valoir leur intérêt face au patronat et avoir gain de cause. Il y avait un peu déjà ces analyses-là dans le marxisme, avec les femmes qui arrivaient sur le marché du travail. Oui. Donc le capitalisme, en fait, serait toujours dans cette idée-là de valoriser pour aussi, quelque part... diviser pour mieux régner, quoi. Diviser pour mieux régner, mais tout en accompagnant, même de manière un petit peu illusoire, des mouvements qui peuvent se présenter comme progressistes. Absolument, ouais. De manière ensuite un peu plus étonnante encore, vous mettez le wokisme face au républicanisme, et vous dites en fait, en gros, qu'ils ont ça de commun, de vouloir dire aux gens, en gros, comment penser. Et ce qui est bien de penser. Ah oui, mais c'est deux... je dirais pas deux religions différentes, enfin c'est deux catéchismes différents. Comme moi, je suis toujours atterrée par aujourd'hui on l'a peut-être un peu moins, mais c'était à l'époque
à l'époque Valls, à l'époque Blanquer, de croire que par des stratégies incantatoires, on va régler les choses, quoi. Ça me sidère. Mais donc en fait, il n'y a pas besoin, à votre avis, en tout cas de matrice de l'imaginaire des individus pour les faire vivre ensemble, que l'idée de pouvoir être une sorte de... Je pense que c'est l'inverse. Le rapport généalogique est inverse. C'est en fait, ce sont des groupes qui créent leur récit pour ensuite renforcer le groupe. Ça, c'est Jonathan Haidt qui l'a beaucoup travaillé. C'est qu'en fait, du fait qu'on est une espèce sexuée et en gros, on n'est pas des termites interchangeables. Et comme on est au maximum génétiquement corrélé à 50% avec un autre congénère, pour qu'une société marche, il faut autre chose justement que du lien génétique. Et c'est là que l'idéologie arrive. En fait, il faut des totems pour que la fourmilière humaine tourne autour. Et donc en fait, on est orphelin de totems aujourd'hui ? De totems conséquents ? Ouais, ou... Est-ce qu'on est orphelin ou est-ce qu'on a des totems un peu en plastoc ? Je sais pas, quelque part entre les deux. Dans votre ouvrage, qui a un vrai plaidoyer pour la société libérale, vous pointez 3 illibéralismes, histoire de mettre tout le monde un petit peu... pas forcément sur le même, voilà, c'est la question, pas forcément sur la même égalité, mais en tout cas, donc, il y a un libéralisme de droite, catholique, protestant, un libéralisme de gauche qui va se montrer par des décolonisme ou l'écologie, et enfin, un libéralisme islamique. Quel est selon vous, le péril qui pour le coup est un danger de civilisation et pas simplement, on va dire, un agent qui peut être une sorte d'agent négatif, mais avec lequel on va devoir composer, avec lequel finalement ne va pas venir mettre en péril la civilisation. En gros, lequel est le plus dangereux? Le danger point commun entre ces trois, c'est justement que c'est illibéral. Après, j'aime pas du tout ce terme parce que de toute façon, il a pas d'usage. Mais tant pis, c'est le moins pire aujourd'hui. C'est que l'accent et la focalisation est mis sur le commun et pas sur l'individu. Et c'est pour ça que pour moi les trois sont aussi destructeurs de notre modèle. Après, c'est évident que le péril, en tout cas que je perçois comme le plus immédiat, c'est l'islamisme. Si on me posait une genre de question du genre tu préfères quoi, qu'on t'arrache un bras ou qu'on t'arrache 2 bras, oui, je préférais vivre dans une société chrétienne extrémiste que islamiste extrémiste, c'est sûr. On a l'impression quand même qu'on est dans une société où, du moins dans la modernité récente, le besoin de sécurité n'a jamais été aussi fort. La passion, même pour la sécurité, n'a jamais été aussi forte, avec ce sentiment, voilà, de grand péril, et tout en même temps un besoin d'évoluer dans des communautés miroirs, avec un là où l'autre n'est pas trop haute, et tout en même temps un besoin de reconnaissance, donc une reconnaissance par les autres, qui semble en fait n'avoir jamais été aussi intense. Et ça semble être quand même des aspirations un peu paradoxales, tout ça. Comment quelque part défendre la liberté, l'incertitude comme un fait social et comme un fait de l'existence, comment défendre finalement tout ce qui fait peur un peu aujourd'hui, au moment même où on est plutôt attiré vers un besoin d'entre-soi et un besoin d'être dans une sorte de monade. Comment sauver la liberté? Parce que comprendre que sans liberté, la sécurité, c'est pas que la sécurité ne vaut rien, c'est que la sécurité n'est rien. Enfin, c'est une fausse sécurité, en fait. Si vous n'avez pas la liberté, c'est une sécurité de cage, en fait, quoi. C'est une sécurité de prison, quoi. Certes, il peut rien vous arriver, mais c'est pas glorieux, quoi. Et c'est aussi mettre l'accent sur la liberté, c'est aussi prendre conscience, comprendre que c'est un signe de force sociale, en fait. Enfin, c'est les sociétés qui peuvent se permettre
d'être très libres sont des sociétés très saines. Et à l'inverse, les sociétés qui mettent trop l'accent sur la sécurité, en fait, elles sont moribondes. Voilà, donc là, la liberté est une valeur d'avenir. Oui, et c'est un pilier. Enfin, comment dire, c'est un pilier dans le sens, c'est la liberté, la liberté, c'est un bon signe de plein de choses. Et vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? C'est la grande question. Naturellement, je suis pessimiste parce que, enfin, naturellement, spontanément plutôt, parce qu'en fait, le pessimisme, c'est aussi une manière, enfin, c'est aussi un outil de lucidité. Et les pessimistes voient mieux la réalité que les optimistes. Le problème de l'optimisme aussi, c'est le problème survient quand l'espoir est déçu. Donc là, c'est l'aspiration vers la dépression, et c'est un combat, pour le coup personnel, c'est que je ne veux absolument pas être dépressive. Je manifeste tous les matins. Non, je ne sommerai pas dans la dépression. Mais là où je suis optimiste, c'est que si je suis pas toute seule là-dessus, mais si on peut effectivement constater une perte de goût pour le modèle libéral au sein des sociétés libérales, les sociétés libérales sont encore excessivement désirées par le reste du monde qui n'y a justement pas accès. Je veux dire, les bateaux de migrants, ils vont pas s'échouer sur les côtes soudanaises, quoi. On est un petit peu comme des vieux beaux qui complexons pour mauvaise raison, quoi. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Peggy. Merci à vous.